Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, place à notre troisième numéro de la saison du 4 quarts. Pour m'accompagner pour ce troisième 4 quarts de la saison, j'ai d'abord avec moi Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben, ça va fort bien. Un renouveau footballistique de mon équipe de cœur me rend de bonne humeur en ce moment. On n'y croyait plus, Madiane, hein. On n'y croyait vraiment plus. C'est Ah non, mais incroyable. c'est un miracle, hein. Mais Gattuso est un criminel. Alors, on ne le dira pas aux auditeurs, mais tu as fait la comparaison entre Gattuso et un célèbre coach NBA dont on va parler aujourd'hui. du coup, Elle et est tu as pas mauvaise, ma comparaison. Elle a peut-être du sens. Moi, je vous avoue qu'entre Baltimore et Marseille, je pensais que 2024 allait être une longue traversée du désert, mais ça va mieux. Et puis, on va parler du présentateur du podcast Oui de Raptors, c'est Gabin. Comment ça va, Gabin? Bah ça va super bien et vous? Très heureux de me lever à 7h un dimanche pour tourner un podcast, mais franchement, je suis passionné donc c'est pas un problème. Alors que je viens de m'exploser la tête contre la fenêtre. Bref. Effectivement, on n'est pas tous sur la même zone horaire actuellement. Donc pour moi, c'est l'après-midi et je suis plutôt bien. Effectivement, Gabin nous a détestés au moment où on a commencé la conférence. Moi, je Du suis coup, dans la même time zone de Gabin. Par contre, c'est vrai que Ben, à la rentrée prochaine, il faut qu'on fasse un podcast en direct du pays du Matacam, mais juste tous les deux. Ça pourrait être très drôle comme ça exercice. serait Incroyable. légendaire. Ça serait légendaire. On se met au milieu d'une rue et ça serait. Il y a un concept incroyable à trouver. On fera peut-être pas un 4 quarts et on parlera peut-être pas des joueurs de la fin d'épisode, mais on aura peut-être ce concept-là. En tout cas, d'ailleurs, petit rappel nécessaire. C'est quoi le 4 quarts? Vous dites peut-être qu'est-ce ce dont on va parler aujourd'hui. Le 4 quarts, c'est notre format qui a donc lieu 4 fois durant la saison. On met en avant de manière positive un joueur, une équipe par intervenant, de manière négative un joueur et une équipe également. Ça nous fait donc 12 sujets à aborder pendant ce podcast. Ça sera donc très très long. Avant de commencer, petit rappel, suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée, on va y arriver, et également sur YouTube. À propos de YouTube, petite information, on a vu vos messages, on sait que certains se sont plaints du nombre de pubs qui serait trop important. Alors, naïvement, j'ai laissé YouTube faire sa sauce, mettre les pubs où YouTube considérait, d'après l'algorithme, que c'était bon. Visiblement, c'est une catastrophe, donc on va s'adapter et on va un peu faire en sorte qu'il y ait moins de pubs et que ça soit beaucoup moins désagréable pour vous. Voilà. L'intro est terminée, petite pause, puis on démarre ce troisième numéro du 4K. On va démarrer ce troisième numéro du 4 quarts de la saison 2023-2024 avec une stat collective négative. Oui, on démarre rarement par le négatif, mais ensuite, du coup, ça nous permettra de nous projeter vers le positif. On va démarrer avec toi, Gabin, et tu vas nous parler des Bucks. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à propos des Bucks et du côté négatif? On parle des Bucks, vous allez me dire, bah Gabin, t'es dur, ils sont quand même troisième à l'Est, la saison est bonne. Eux qui avaient une défense catastrophique, ils se sont bien rattrapés depuis l'arrivée de Doc Rivers et donc le départ de Adrian Griffin qui avait beaucoup de problèmes à faire respecter ses plans de jeu dans le vestiaire. Mais en fait, je suis fatigué un peu des Milwaukee Bucks. Si on prend sur la période, du coup, le troisième quart de la saison, ils ont que le 15e bilan NBA, 12-10, avec des défaites, mais en fait, qui sont même pas serrées. Contre les Cavs, Jazz, Suns, Wolves, Heat, Grizzlies et le pompon, c'était Warriors, où ils ont pris une déculottée. En plus de ça, ils perdent contre les Lakers, sans LeBron James, d'un magnifique D'Angelo Russell. Il en a fait parler avant l'enregistrement. Et en fait, je vais développer sur l'équipe, mais pourquoi je suis très très déçu et je les cite dans mes déceptions de ce 4 quarts, c'est qu'on devait avoir deux mastodontes, deux têtes d'affiche à l'Est, et sur le papier, on a l'effectif pour. Et ce qui se passe à l'Est, c'est qu'on a Boston et les autres. Et moi, je suis extrêmement déçu parce que honnêtement, les Milwaukee Bucks, il en reste beaucoup sous le plancher, même si on s'est amélioré. Et c'est très très décevant. Et le problème, c'est qu'on peut même en ce moment avoir des débats de qui est la meilleure équipe de l'Est, la deuxième, excuse-moi, la deuxième meilleure équipe de l'Est. Et on peut te citer des Cavaliers, des Knicks, alors que sur le papier, on ne devrait même pas avoir de débat en plus maintenant que
les Sixers sont sans Joel Embiid, on devait avoir des Bucks dominants qui prenaient la deuxième place à l'Est. Ça pour dire que on va les surveiller sur la fin de saison, mais s'ils ne finissent pas top 2, ça serait une déception énorme. Et là, j'ai de plus en plus de doutes sur les playoffs. Je vois pas d'autres scénarios maintenant que les Celtics qui filent en finale NBA, peu importe l'adversaire. Et j'en suis extrêmement déçu. Pour parler des problèmes, offensivement, je trouve ça encore très très brouillon. C'est assez mal organisé. J'ai l'impression que, on va parler de Damian Lillard, le jeu n'est pas forcément organisé autour de lui. Lui qui était la star, le centre à Portland où il mettait 32 points de moyenne avec des pourcentages phénoménaux en plus de ça. On le cantonne à un rôle de lieutenant un petit peu dans cette équipe et j'ai l'impression qu'il pourrait avoir beaucoup plus de responsabilités. Doc Rivers était étonné en plus en arrivant dans l'équipe de constater qu'il n'y avait pas forcément énormément de plans de jeu pour Damian Lillard et notamment ceux qui étaient utilisés à Portland, ils n'étaient pas utilisés aux Bucks, mais j'ai pas l'impression que les choses ont changé. Et en défense, le problème c'est que on a changé Jrue Holiday par Damian Lillard et maintenant on a un vrai point mort défensif dans l'équipe. Et ce qui est dangereux, c'est qu'à chaque fois, chez les Bucks, on va chercher le switch pour attaquer Damian Lillard. Et par exemple, pour les Bucks, ce qui s'est passé en fin de match, c'est que D'Angelo Russell est allé chercher Damian Lillard pour l'attaquer, et c'est ce qui a fonctionné. Donc le problème, c'est qu'on passe d'une équipe où on avait 5 bons défenseurs, où on était la 4e dans le top 5 des défenses sur plusieurs années, à une défense très moyenne. Et Lillard, je trouve, ne fait pas exploser le niveau offensif de l'équipe par rapport à ce qui était attendu. Madiane, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Pour revenir sur cette fin de match, juste, je comprends pas pourquoi Doc Rivers laisse Damian Lillard sur le terrain, en fait. En gros, si tu sais que le mec va se faire switch, qu'il y a une chasse au switch, surtout que tu peux jouer avec les temps morts et sur la remise en jeu, pourquoi tu le laisses sur le terrain? Bref. Tu as répondu à la question dans la question, c'est Doc Rivers. Du coup, on sait qu'il ne va pas sortir Damian Lillard, donc il le laisse et il va se tuer en playoff comme ça. Moi, ce qui m'inquiète chez cette équipe, déjà effectivement, l'apport de Damian Lillard est insuffisant offensivement pour supporter les mauvais côtés de Damian Lillard. Damian Lillard est un joueur qui peut exister que s'il est élite offensivement. Parce que les problèmes qui te causent défensivement font qu'il faut qu'il compense. Et tu ne compenses qu'en étant élite parce que c'est passoire. C'est pas un défaut. Un méconnu du joueur, on le savait. C'est juste que comme il n'est plus élite offensivement, ça commence à se justifier beaucoup moins. Et typiquement, la phrase de Ben, pourquoi tu laisses Damian Lillard sur le terrain, c'est une phrase que tu ne pouvais pas prononcer avant parce que Damian Lillard était tellement fort offensivement dans les fins de match que tu le laissais sur le terrain, évidemment, malgré les mauvais côtés que ça pouvait apporter, parce que tu savais que c'était ton meilleur atout offensif. C'est pas le cas. C'est pas le cas dans cette équipe des Bucks, et c'est ce qui est très décevant. Et moi, ce qui me déçoit, et là, c'est pas tant la faute du coach, j'ai l'impression, c'est que moi, je pensais que cette équipe allait se redresser avec le changement de coach, au moins en saison régulière. On a eu un long débat avec Ben sur le sujet de Doc Rivers. Pour moi, le sujet de Doc Rivers, il commence à apparaître en play-off parce que typiquement, fin de match serré, c'est jamais les bons choix. L'adaptation, elle est absente. Il va laisser un joueur en train de se faire torpiller. Il va jamais adapter son attaque ou sa défense. C'est des défauts. Mais en saison régulière, théoriquement, tu les vois pas. Déjà en saison régulière, là, ils sont à la lutte avec les Cavs. Je pense que cette équipe des Bucks part vers un bon accident d'ici la fin de saison parce que j'ai pas de motif d'espoir. Je m'attends à ce que ce soit moins bon en playoff qu'en saison régulière et déjà la saison régulière me rassure pas donc je commence vraiment à me dire que ça va pas le faire. Bah moi sur la fin de match c'est spécifiquement contre les Lakers, c'est spécifiquement le fait que dans les déclarations d'après-match, Rivers a expliqué qu'il avait laissé Lillard parce qu'il anticipait, en gros, si on se prend le tir, je veux avoir des Lillard sur le terrain. Mais en fait, t'es pas censé anticiper le fait que tu prennes le tir. En fait, t'es censé peut-être prévoir de vouloir arrêter l'action. Bref, par rapport aux Bucks, je dirais juste, je vais pas tout griller parce que je pense qu'on en parlera beaucoup à propos des playoffs. Je continue parce que je suis
un fan de Lillard et de Giannis Antetokounmpo, d'y croire beaucoup plus que la moyenne. Avant de te laisser conclure, Gabin, il y a un des gros problèmes avec Lillard, c'est que dans la recherche de confiance actuellement, de manière exagérée, il recherche le drive et il recherche la finition près du cercle parce que l'année dernière, c'est un truc qu'il avait largement amélioré du côté de Portland. Et c'est pas pour ça vraiment qu'on l'a recruté du côté de Milwaukee, en fait. Il y a ce truc classique où un joueur fait pas ce pourquoi on l'a ramené, parce qu'on l'a ramené aussi pour du pull-up et pour avoir le pick and roll qui est toujours pas assez joué. Et ça me pose problème, ça. Gabin, on te laisse conclure. Non, bah juste pour conclure, on prie pour retrouver Dame Time en playoff parce qu'il y a sur certaines séquences, et je pense au match face au Boston Celtics, s'il prend feu, ça reste le Damian Lillard qu'on connaît, et sur certains matchs, il est injouable. Donc en playoff, on peut espérer le retrouver. Et ensuite, pour revenir encore une dernière fois sur cette action de fin de match face aux Lakers, ils sont allés chercher Patrick Beverley à la deadline. C'est plus le joueur ce que c'était, mais moi j'étais persuadé que l'objectif justement, c'est de faire doublon pour le mettre sur le terrain quand défensivement c'est trop compliqué de faire jouer Dame. Donc c'est extrêmement déçu parce que pour le coup les Bucks on relève plein de problèmes, mais c'est pas t'as toutes les pièces sur le terrain pour faire quelque chose. Donc on les attend en playoff, mais s'ils perdent, ça va être catastrophique. Faut pas nous faire une sortie premier tour comme l'année dernière en tout cas. Eh ben, enchaînons, Madiane, et parlons d'une équipe qui a été mentionnée par Gabin, les Sixers. Et ce qui est bien dans le 4 quarts, c'est que là, je vois Madiane qui a déjà le sourire. Donc, aïe. Alors, on va parler stade de base, hein, on va parler rating. Donc, avec Joel Embiid, nos amis les Sixers affichaient un offensive rating à 122.9 et un defensive rating à 112.6, c'est-à-dire un net rating de plus 10,3. Sans Joel Embiid, ils affichent un offensive rating de 114.3 et un defensive rating de 120.1, c'est-à-dire qu'ils sont à moins 5,8. Il y a 16 points d'écart de net rating dans une équipe des Sixers avec ou sans Joel Embiid. Alors, Embiid a gagné toute mon estime. Cette équipe des Sixers est nulle sans lui, vraiment nulle, mais c'est pas un peu nul. C'est au point de viser des top picks à la draft. C'est du même niveau que les pires équipes de la ligue. C'est vraiment ça. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Non pas par rapport au fait que oui, tu as perdu ton joueur star et c'est normal d'être moins bon, mais tu passes pas de très bon et top 3 à l'Est à bon, ça va descendre play-in doucement, etc. Tu passes d'un niveau top 3 à un niveau lottery pick. C'est un écart abyssal. Et c'est un écart abyssal où là, il n'y a pas besoin d'analyser le jeu, les joueurs, etc. Il faut analyser les décisions du front office depuis toutes ces dernières années, qui mènent à une catastrophe industrielle où tu étais dans une position incroyable il y a quelques années, et aujourd'hui, ton effectif sans Joel Embiid ne vaut rien. Il vaut pas un copec, il vaut l'autre pick sans Joel Embiid, son effectif. Et ça, c'est un accident industriel. La construction qui avait été faite et soigneusement faite avec un tanking qu'on pourrait qualifier de honteux, mais qui a été fait, et ce que tu en as fait derrière, c'est pour moi un des plus lourds échecs de front office et d'organisation de la NBA que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas beaucoup d'exemples en fait. Je cherche des exemples d'équipes qui étaient dans une très bonne position et qui se sont autant foirées avec que des mauvaises décisions, année après année, à rejouer des jetons, à essayer d'améliorer l'effectif. Parce que là, aujourd'hui, l'effectif ne vaut rien. Donc, on va pas discuter de comment ils jouent aujourd'hui parce que ce n'est pas représentatif de l'équipe. Par contre, que l'équipe soit aussi nulle sans Joel Embiid, c'est représentatif de ce que tu as fait. C'est-à-dire que ton seul dernier asset qui a de la valeur, c'est Joel Embiid. Je sais pas ce que tu vas rajouter, Gabin. Bah moi, j'ai juste envie de parler du jeu pour quelque chose. En l'absence de Joel Embiid, je trouve que Tyrese Maxey a bien réussi à élever son niveau de jeu quand même. Je suis assez satisfait de ce qu'il propose. Par contre, il y en a un qui, en fait, est invisible, c'est Tobias Harris. J'ai l'impression que ce joueur, en fait, il va te mettre entre 16 et 18 points de moyenne, peu importe le contexte. Je pensais que c'était son moment, Tobias Time. Et en fait,
il prend pas plus ses responsabilités que ça. Et du coup, c'est vraiment ce qui est très particulier, c'est là où on aurait pu avoir Tobias Harris qui élève un peu son niveau. On a juste la même équipe, mais sans Joel. Donc ça, voilà. 39 millions de dollars sur Tobias Harris, qui n'est rien de plus qu'un joueur moyen. Un titulaire moyen et un joueur moyen de NBA. 39 millions de dollars. Bah, c'est... Ah, franchement, Tobias Harris, tu cumules tous les salaires qu'il a reçus aux Sixers, il a été mieux payé qu'un paquet de très bons joueurs. Ah, mais la stat est connue, c'est que Tobias Harris est le meilleur et le joueur qui a reçu le plus d'argent de l'histoire de la NBA sans avoir été sélectionné au All-Star Game. Alors, je vais pas paraphraser tout ce qu'a dit Amine la semaine dernière par rapport aux Sixers, ce que vous avez dit. Je rajouterai juste que quand tu perds le joueur qui est numéro 2 dans la stat de l'offensive load, qui est la fameuse stat qui avait été pensée par Ben Taylor, etc., derrière Luka, et qu'en plus ce joueur a une responsabilité défensive extraordinaire dans ton schéma, et que Paul Reed n'arrive pas à seconder, il se passe des bricoles. Après, effectivement, quand on fera le post-mortem des Sixers, s'ils arrivent en play-off, c'est-à-dire ils seront peut-être play-in, mais est-ce qu'ils arriveront jusqu'au play-off, on ne sait pas. Il faudra effectivement tirer un grand bilan de ce qui a été fait par le front office dernièrement. Quelque chose à rajouter, Madiane, ou est-ce que tu gardes tes couteaux pour ton joueur négatif plus tard? Oh, le joueur négatif va bien prendre cher. Ok, eh ben, on va enchaîner par le Jazz. Je dois parler du Jazz. Alors, le Jazz amène beaucoup de choses positives dans les commentaires. C'est-à-dire que c'est une équipe, effectivement, qui, malgré un effectif qui est pas reluisant, fait des choses offensivement. Moi, j'ai voulu parler de la défense du Jazz. Parce qu'il se passe actuellement un truc paranormal. Les équipes qui jouent le Jazz shootent à 43% à 3 points sur la période contre eux. Alors, petit contexte, la moyenne de la ligue à 3 points sur la période est à 37,4%. Il n'y a que 2 équipes qui concèdent plus de 40% de réussite à leur adversaire qui ne sont pas le Jazz. Knicks et Kings pour l'anecdote. Mais ce qui est extraordinaire quand on regarde le Jazz jouer, c'est qu'ils ne se prennent pas des rafales dans les corners, mais ils se font atomiser à 45 et face au panier. Ils subissent 43,5% de réussite sur les tirs hors corner. Ils sont largement premiers en NBA. La moyenne de la ligue, elle est à 36,8. Ils sont 7 points au-dessus. Alors, comment j'en suis arrivé à chercher cette stat-là? Parce qu'en fait, j'ai vu des images du Jazz Washington passer. Dernièrement, Washington, c'est compliqué. Et j'ai commencé à voir Tyus Jones enchaîner les 3 points. Je me suis dit, dans quel monde parallèle est-ce qu'on vit? Du coup, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Du coup, curiosité morbide, j'ai été me faire une partie du all possession de ce match-là. Et oui, effectivement, dans le 3e quart, ils se prennent un 6/11 des Wizards, notamment avec des 3 points de Deni Avdija et de Tyus Jones. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'en suis arrivé à les sélectionner pour le 4 quarts et je me suis dit, comment on en arrive là? Et en fait, c'est la réunion de 3 ingrédients. Alors d'abord, le personnel. Jordan Clarkson, voilà, pas un très bon défenseur. Colin Sexton, pareil. Keontae George, je suis pas à la draft, j'ai découvert cette année beaucoup de qualité. La défense n'en fait pas partie, clairement. On est un peu sur un passager clandestin à ce niveau-là. Ce qui fait qu'ils se font exploser sur le point of attack. Et puis ils sont extrêmement naïfs. Je pense à une séquence contre les Lakers où Rui Hachimura, il pose c'est même pas un écran, je sais pas, il est là face à Colin Sexton et Sexton, je sais pas ce qu'il fait non plus. C'est-à-dire, je sais pas s'il passe en dessous et s'il demande le switch à Mark Canel, mais du coup, Austin Reeves se trouve tout seul à 45 degrés, il allume et c'est un énorme problème du Jazz actuellement, c'est qu'ils sont coachés et c'est Will Hardy, je pense, qui fait ça. Il y a cette volonté de remisking, comme aime dire Tom. Il y a cette volonté de ne pas concéder des shoots soit dans le corner, soit dans la raquette, ce qui fait qu'ils ont une tendance à laisser ce genre de tir. Sauf que c'est un système défensif qui est exécuté par de mauvais défenseurs. Ce qui fait qu'ils ont un paquet de shoots ouverts, qui laisse un paquet de shoots ouverts pour les joueurs adverses et qu'il y a beaucoup de close-out qui sont oubliés. Dernière chose, je vais en finir là mon long paragraphe. Il y a aussi une anomalie, c'est le dernier ingrédient. Les Sixers dont on vient de parler, pire équipe de la séquence à 3 points, ils mettent pas un 3 points, ils leur passent un 14/32 avec des tirs, tu sais pas comment ils rentrent. Les Wizards leur passent un 16/28 la semaine dernière, alors que les Wizards, c'est une abomination de basket sur les dernières semaines. Et alors, je parle même pas des moments où ils jouent des bonnes équipes comme OKC qui leur a passé un 19/37, un plus de 50% de réussite. Donc bon,
Actuellement, je voulais en parler parce que le Jazz, je pense que là, il y a tout. Ils ont de mauvais défenseurs, le coaching veut faire quelque chose, ça peut pas être mis en place, et c'est une anomalie, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Vraiment, nous trois, on prend 2 autres membres de DH, on y va, je pense qu'on est capable de mettre des 3 points, tellement ils ont pas de réussite actuellement. C'est extraordinaire. Et du coup, à surveiller, parce que je pense que ça reste une équipe qui propose des choses en attaque, mais ils ont juste pas de chance ces derniers temps en défense. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, mais c'est lunaire de regarder un match du Jazz en ce moment. N'importe quelle équipe NBA arrive à Salt Lake City et met des 3 points. C'est fou. Après, moi, il y a toujours un effet sur ces stats où, oui, d'accord, il y a des équipes où on se dit la réussite au tir n'est pas équivalent à la défense. Je me souviens d'un long débat avec Alan sur les New York Knicks qui étaient soi-disant très forts en défense, mais en fait, on se rendait compte que c'était juste les équipes adverses qui rataient leurs tirs sans qu'il y ait de particulière bonne défense. Donc là, grand débat, et effectivement, c'était le cas. Sur les réussites, quand les équipes ont particulièrement de la réussite, moi j'attribue ça, effectivement, il y a des facteurs de variance, de statistiques, d'effets. Les mecs se pointent, ils sont chauds ce soir, ok, mais il y a aussi le fait de laisser ses tirs. Et en fait, c'est tout bête, mais quand tu permets à l'adversaire de commencer son match, à pouvoir les prendre et à pouvoir entamer une série, tu te mets toi-même en difficulté parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui commence à être en réussite et voilà, tu as un problème défensif pour tout ton match. Et ça, c'est des vrais problèmes. Laisser les gars tirer facilement, c'est un problème défensif et que oui, ils finiront par les mettre dedans parce qu'en fait, si tu alignes un joueur sans défense face au panier, peut-être qu'il va rater sa première série, hein, mais toujours NBA, il commence à les mettre et à les enchaîner. Parce que à l'entraînement, c'est facile, tu commences à tirer, tu te calibres et puis ensuite tu vas les enchaîner. Et c'est ce qui se passe en fait dans ces matchs. Le Jazz aussi est autogénérateur de sa mauvaise chance. Tu laisses les premiers tirs, donc les joueurs commencent à prendre confiance et à les mettre parce que d'habitude ils n'arrivent même pas à se procurer des tirs semi-ouverts ou ouverts. Et du coup là, comme tu les laisses, ils les ont et ils commencent à rentrer. Et c'est de pire en pire au fur et à mesure du match. Donc oui, il y a un facteur chance, mais il y a aussi un facteur où ton choix défensif fait que des fois tu rends les équipes bonnes face à toi à 3 points parce que tu laisses trop tirer. Et il faut pas le faire des fois en défense. Se prendre un shoot sur une espèce de pick and roll de Deni Avdija à 9,50 m, oui, effectivement, il y a le facteur chance qui rentre parce que c'est un tir qui doit jamais rentrer. Mais c'est à voir quand on parlera du Jazz en début de saison prochaine parce que je me demande, alors, j'aurais dû le préciser avant, en termes de volume, ils en concèdent peu. Mais c'est juste la réussite pure qui est indécente. Vraiment prendre 43% de tirs à 3 points, plus de 43,5 sur les non-corners, c'est une folie. Enfin, ça n'existe pas de se prendre autant de tirs. Donc, à surveiller. Gabin, après, j'ai beaucoup... Ah, vas-y. Il me semble que j'avais vu la stat passer, je viens de les checker. C'est la pire défense sur la période qu'on juge et de très très loin. Ils sont quasiment à 124 de def rating. Donc c'est absolument honteux. Clairement, ça joue parce que même si le volume est pas ouf, quand tu te prends et vraiment, bref, on va enchaîner, mais il y a tout. Si vous voulez les ingrédients d'une bonne et d'une mauvaise défense, ils ont pas le personnel. Le personnel peut pas accomplir les consignes du coach et ils ont pas la réussite. Et en plus, effectivement, ils permettent aux adversaires eux de se créer de la réussite. Enchaînons, Gabin, et là on enchaîne sur les équipes positives. Le Magic d'Orlando. Alors ça. Ben de 2016, 17, 18 n'y aurait pas cru. Comment ça va du coup? Oui, effectivement, Madiane a fait un petit signe vers le ciel, effectivement, grande époque. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Magic, Gabin? Pour commencer, pour préciser, j'avais envie de parler des Warriors. Je leur passe juste un petit message d'amour parce que ils font une bonne partie de saison. Maintenant, il y a des défaites contre des grosses écuries, Lakers, Kings, Clippers, Denver, qui me font dire que l'équipe est pas encore au niveau. Donc, je vais parler du Orlando Magic. Ma stat, c'est 111.5. C'est le defensing rating de l'équipe sur la période. C'est très très bon, mais en fait, je suis dégoûté parce que, tout vous dire, quand j'ai préparé l'épisode, ils n'avaient pas encore joué les New York Knicks, donc ils étaient encore meilleurs. Et en plus, j'avais noté dans mes notes donc que ils étaient 4e à l'Est, pas forcément inquiétés par les Sixers qui n'étaient pas au complet. Attention seulement aux Knicks et aux Heat.
Bon, bah, ils sont passés 5e derrière le Knicks. J'apprendrai à travailler mes notes en temps et en heure et pas à prendre trop d'avance, du coup, sur chaque équipe. Ah, l'erreur du rookie, l'erreur du deuxième Bah, année. Il faut laisser des blancs dans les stats et le faire genre 1 heure avant. non, mais C'est un move de vétéran, ça, je te dis. ça doit t'arriver aussi de préparer une équipe et un jour après, tu espères qu'elle est perdue ou gagnée parce que ça accentue tes propos. C'est- Ah, en fait, moi, je laisse des blancs, du coup. Et j'adapte Ok. genre 30 minutes avant. Ça, c'était de la petite période, la petit point préparation de podcast d'un Québec. Vas-y, gars. Non, bah du coup, faut mettre en avant la superbe défense du Orlando Magic qui leur fait gagner beaucoup de matchs contre des bonnes équipes en plus et qui prennent une place très importante à l'Est. C'est génial parce qu'au début, on les voyait plutôt play-in, mais en fait, on a une vraie équipe positive sur le terrain. C'est une équipe donc défensive, je l'ai dit. Il n'y a pas forcément de points morts à aller chercher en attaque. Ils sont très très chiants à jouer parce qu'en plus, ça joue physique. Il y a Jalen Suggs, j'ai envie d'en parler parce que on avait cette problématique du meneur. Maintenant que Paolo Banchero et Franz Wagner deviennent de bons scoreurs, c'est vraiment bien d'avoir Jalen Suggs sur terrain qui t'apporte une grosse défense et qui en plus maintenant a progressé à 3 points. Sur la période, bah, c'est un joueur qui est très offensif. Et pourquoi le 3 points c'est hyper important? Parce que c'est une équipe qui adore jouer 5 out avec notamment Wendell Carter Jr., donc qui est un des très bons pivots de la ligue, qui arrive à écarter le jeu lui aussi, à être un bon shooter à 3 points. Et ce qui fait qu'on crée tout le temps une menace pour que l'équipe, avec Paolo Banchero et Franz Wagner notamment, puisse aller défoncer le cercle sur des drives qui ne seront très mal défendus. Donc, il y a des progrès à faire au Magic offensivement, mais je trouve ce plan de jeu assez intéressant. Et puis pour la suite, faudra faire un choix avec tous les meneurs, je trouve. Parce qu'il y a des tentatives en ce moment. Donc j'ai parlé de Jalen Suggs. Sur le banc, il y a aussi Markel Fultz, Cole Anthony, Anthony Black. Je pense qu'à un moment, il va falloir sélectionner qui tu gardes ou pas pour la suite. Et je pense aussi que l'équipe ne s'attendait peut-être pas à être aussi bonne aussi vite. Parce qu'au vu de tous les contrats qui finissent en Free Agency 2025, je pense que il voyait plutôt l'horizon encore d'ici 1 an et demi pour prendre des décisions. Donc je pense qu'on aura une équipe très très similaire du Magic l'année prochaine, mais en tout cas c'est hyper encourageant ce qu'on voit en ce moment. Madiane sur le Magic. Un truc qui était intéressant sur le Magic, c'est que c'est pas une équipe qui va beaucoup te retenir au niveau de ta possession pour que tu puisses trouver une opportunité de tir, mais qui va bien la défendre. Ça, c'est une caractéristique défensive assez rare dans la ligue finalement, parce que souvent une bonne défense, c'est une défense qui va réussir à un peu plus faire traîner ta possession et te forcer à prendre des mauvais tirs. Et c'est pas la caractéristique de cette défense-là du Magic. Je trouve que justement c'est très adapté finalement à leur roster et à leur effectif et à leur façon de faire. Et je trouve que c'est très rafraîchissant de voir une équipe à l'aise comme ça qui du coup propose un parti pris défensif un peu différent, plus adapté à son roster. Et puis dans un peu l'espèce de ventre mou de l'Est où avec la chute des Sixers, il y a des places à prendre. Justement, ils se placent convenablement et ça leur fera enfin, je pense qu'il y a peu de doute qu'ils pourront réussir à avoir leur première expérience de playoff au vu du niveau des autres. Et ça, c'est mineur pour le développement de cet effectif. C'est super intéressant. Le Magic, en 2024, est en bonne posture pour son avenir. Rappelons-nous d'où ils étaient, avec une équipe brinque-ballante qui arrivait à peine à accrocher à l'arrache les playoffs, qu'ils ont atomisé, où on ne savait pas où ils allaient après ça. Moi, je trouve ça extrêmement positif, une reconstruction très bien exécutée, et ça fait plaisir à voir, clairement. Il faudra, perso, que je regarde un peu plus de Magic pour expliquer ça, mais le seul truc qui m'inquiète avec le Magic, c'est que défensivement, quand on épluche leurs stats, c'est pas une bonne équipe pour défendre l'ISO. Alors, en termes de fréquence, ils sont bons parce qu'ils subissent très très peu d'ISO, mais ils les défendent pas bien. Ils défendent pas bien le pick and roll ball handler et le pick and roll rollman. Et encore une fois, ce sont des actions en termes de fréquence qui jouent peu, mais c'est juste, je dis ça en prévision de potentiel match-up de playoff.
où en fait, j'aimerais bien voir en quoi il y a d'un côté les limites des stats et de l'autre des vrais problèmes pour peut-être jouer ces phases de jeu quand par exemple sur l'isolation c'est pas Jalen Suggs qui défend le mec en face par exemple ou que c'est plus par exemple c'est un Paolo. Donc à voir, c'est clairement une équipe qui je pense au vu de encore une fois on vous renvoie au podcast de la semaine dernière, c'est une équipe qui pourrait s'éviter le play-in, ce qui serait une première victoire, mais avoir ce petit détail-là, à quel point il est vrai, ou si c'est juste des stats avancées qui font un peu de bruit plus que autre chose. Quelque chose à rajouter, Gabin, ou est-ce qu'on peut enchaîner? Va bientôt falloir se poser la question Enfin, bientôt. Du coup, comme j'ai dit, je pense qu'on a encore 1 an à jouer avec cette équipe avant de prendre des décisions. Je pense par contre que le potentiel n'est pas si élevé que ça. Donc Paolo Banchero et Franz Wagner pour mener l'équipe en saison régulière, c'est bien, mais il va te manquer, je pense, le joueur un peu à la... J'aimerais bien en fait un Damian Lillard ou un Brunson, un peu ce joueur de pull-up un peu fou qui peut t'apporter de la folie offensive. Parce que ce que je remarque avec le Magic, c'est que c'est une équipe qui joue très lentement, basée sur la défense et qui a pas forcément de grandes créations offensives. Donc quand tu commences à être derrière dans le match, c'est très très chiant de remonter au score. Et je pense que pour passer un step, il faut juste ce joueur. À voir si dans 1 an et demi, on peut aller le chercher par transfert ou à la free agency. Mais c'est très encourageant en tout cas ce qu'on voit, donc bravo à eux. Les playoffs seront un vrai test pour leur attaque, à voir, en particulier pour Banchero, etc. Enchaînons par les Clippers. Je vais parler des Clippers et des lancers francs. Alors c'est très précis, pourquoi ? Alors, déjà, on va se racler la gorge, ça sera plus efficace. Pour parler des Clippers, il faut expliquer une stat, c'est celle du three throw rate, donc le ratio de lancers francs, c'est le nombre de lancers francs ramenés à 100 possessions. Pourquoi j'en parle ? La saison dernière, il était à 20,9. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les 100 possessions, il y avait 20,9 lancers francs. Sur le premier quart de la saison, il était à 20,2. Deuxième quart, 20,5, pardon. 20,9, 20,2, 20,5. Vous voyez qu'on a en gros plus ou moins dans les mêmes eaux. Sur le quart actuel qui nous intéresse, il est à 18,3. Vraie baisse super significative qui s'explique, et c'est quelque chose, c'est un sentiment en gros partagé, dont on a un peu parlé aussi dans la conversation Dunk Hebdo. Il y a eu un changement au niveau de l'arbitrage. Il y a des trucs qui passaient pas il y a 6 semaines qui semblent passer au niveau du contact sur les tirs ou même sur les drives, etc. Et je pense que les Clippers, c'est une des équipes qui a su tirer le plus parti de ce qui se passe actuellement. Sur les 2 premiers quarts de la saison, ils étaient 18e au niveau des lancers francs obtenus, 18e au niveau des lancers francs concédés et 11e au niveau des lancers francs obtenus. Pour faire simple, ils avaient un avantage de 1 lancer franc par match. Sur la période actuelle du 4K, c'est l'équipe en NBA qui obtient le plus de lancers francs sur 100 possessions, plus de 22, oui, plus que les Lakers. Et c'est aussi l'équipe qui en concède le 4e moins, qui sont 26e, du coup, 27e, pardon. Ce qui fait que, actuellement, sur 100 possessions, sur cette partie du 4K, les Clippers partent avec un avantage de 6 lancers francs sur leur adversaire. Ce qui est assez énorme, c'est numéro 1 NBA, oui, devant les Lakers, encore une fois, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui ont un vrai avantage sur les lancers francs. Et plus globalement, pour aller plus loin, en regardant les Clippers, et si j'ai pensé à ça, moi, c'est vraiment devant le match Clippers-Bucks, où tout le match d'Emile Lillard a pénétré, et tout le match d'Emile Lillard n'a pas obtenu la faute, et tout le match d'Emile Lillard s'est plaint de ne pas obtenir les fautes, justement. Et je me demande à quel point, pour une équipe qui doit absolument limiter, et qui, avec Tyronn Lue, aime beaucoup jouer small ball, qui doit absolument limiter les pénétrations, un arbitrage un peu plus laxiste permet d'être plus agressif sur le drive et du coup de mieux tenir défensivement. Alors certes, ma démonstration a un énorme point, un angle mort, c'est que toutes les fautes n'amènent pas par définition des lancers francs. qu'en fait, il faudrait voir aussi l'évolution du nombre de fautes sur la période. Mais clairement, les Clippers, avec leur défense, je pense, peuvent tirer parti de ce qui s'est passé. Et ils en ont déjà un petit peu tiré parti en étant plus agressifs sur le drive et en obtenant des lancers francs de l'autre côté, en réduisant la vitesse du match. Parce que les Clippers ont un énorme problème, je finirai là-dessus, ils se font ouvrir en transition par les équipes adverses. C'est parmi les contenders la pire équipe, je pense, pour défendre la transition. Et pour eux,
avoir un match qui se ralentit avec des lancers francs de leur côté, la capacité de se remettre sur leur set défensif où ils sont assez bons sur demi-terrain quand même, c'est plutôt positif. Donc voilà, à surveiller. Que les Clippers sont une équipe, notamment avec James Harden, qui a réussi à mieux s'adapter au changement et à l'adaptation des coups de sifflet en NBA ces dernières semaines. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Je fais très long, vous inquiétez pas, je ferai moins long sur les joueurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les Clippers, les gars? Les Clippers, en fait, parce que je faisais un peu mon tour, parce que c'est aussi le thème qu'on avait récemment. Je regardais un peu les équipes, les contenders, où est-ce qu'ils en sont, sur qui je mise, etc. Et justement, c'est les Clippers, c'était l'équipe sur laquelle on note justement une petite courbe ascendante où ils ont l'air d'avoir trouvé leur façon de faire. T'en parler, effectivement. Je pense qu'ils savent très bien qu'il faut être plus soigné en attaque et justement, je les trouve aussi plus propres offensivement pour éviter de se taper trop de transitions. Il y a aussi cet aspect-là où je les trouve beaucoup plus précautionneux pour justement une bonne attaque. Généralement, on transitionne très vite sur une bonne défense quand tu as des problèmes sur la transition et au vu du roster, ils seront jamais bons sur la défense de transition. Clairement, t'as pas le personnel pour faire ça. Donc voilà, pour moi je trouve que les Clippers c'est l'équipe un peu dormante où on n'a pas trop regardé parce que l'attention est beaucoup attirée par les Nuggets, par les Suns qui avec leur effectif attiraient beaucoup les regards, mais du coup en underdog à l'Ouest, au vu des améliorations récentes de l'effectif notamment sur cette partie-là, moi j'y crois plus. Il y a juste un point d'attention, c'est leur discipline défensive où quand même ils ont des joueurs, malheureusement ils ont beaucoup trop de fortes têtes qui des fois sortent du cadre collectif et défoncent des possessions entières défensives à prendre une action individuelle inutile, par exemple tenter une interception qui n'a pas lieu d'être. Ça c'est le péché mignon notamment de deux de leurs joueurs et moi ça me gêne beaucoup parce que dans un contexte de playoff tu peux pas te permettre ce genre de choses. Et puis leur défaut aussi, Gabin, je te lance là-dessus, est-ce que c'est pas aussi de perdre des matchs qu'ils doivent jamais perdre, genre le match contre les Lakers, qui perdent alors qu'ils mènent de, je sais plus, une vingtaine de points, un truc comme ça. Oh, ça c'était honteux. Mais ça rejoint la défense, je pense qu'il y a un manque un peu de discipline, mais c'est pas forcément un problème parce que c'est attendu vu l'âge de l'effectif. Et je suis persuadé que en playoff, en fait l'équipe moi de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y en a encore beaucoup sous le pied. Et que en playoff, quand il va falloir monter en intensité, c'est pas un problème pour cet effectif. Un problème, moi, que va falloir bientôt se poser, c'est la défense intérieure. Ivica Zubac, moi, me pose pas mal de problèmes et sur certains match-ups, ça risque d'être compliqué. Par exemple, si tu prends les Nuggets, je suis pas du tout confiant pour l'avoir. Bah, après, qui est confiant d'avoir Nikola Pas beaucoup de Jokic monde. sur Pas une beaucoup de série monde. entière. Mais ce que je veux dire, c'est que on a un petit peu ce point faible que les équipes en face pourraient exploiter. Donc le match-up à l'Ouest pour les Clippers en play-off va beaucoup influencer les résultats, je pense. Il faudrait à tout prix éviter les Nuggets. Les autres équipes, ça devrait le faire. Et à part ça, ouais, je suis curieux de les voir parce que c'est plus une équipe de play-off en fait que de saison régulière, vu l'effectif et l'envie qui monte. Je pense qu'on peut être surpris dans le positif. Je dis... Le truc avec ces Clippers, c'est que... Alors, est-ce que c'est vraiment une équipe de playoff? Je suis pas sûr. Moi, ce qui me pose plutôt question avec ces Clippers, alors, en dehors du fait qu'effectivement, leur défense, vous en avez parlé, le secteur intérieur, etc., c'est aussi Ty Lue qui vit en 2017 sur trop d'aspects et qui s'évertue à faire du small ball alors que autant j'ai été un grand défenseur du small ball, mais la plupart des effectifs se sont adaptés et savent répondre à ça, et pas seulement les Nuggets. Je pense qu'il y a beaucoup d'effectifs qui sont taillés à l'Ouest pour répondre au small ball, et tu peux pas faire un small ball contre certaines des équipes que tu joueras en playoff. Donc il y a cet aspect-là où Ty Lue, dès qu'il a parfois des soucis de coaching, allez, small ball, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus inspiré parfois. Parlons d'une équipe qui est très inspirée en ce moment, ce sont les Pels. Madiane, c'est l'équipe que tu as décidé de mettre en avant positivement. Parle-nous des Pels qui... alors, tout le monde dit qu'ils sont sous le radar, mais vu que tout le monde dit qu'ils sont sous le radar, est-ce qu'ils sont vraiment... est-ce qu'ils... J'allais le dire. J'avais envie de parler des Pels parce que mine de rien,
je crois que c'est Constant dans la conversation qui a attiré mon œil dessus. Et effectivement, quand j'ai regardé, j'ai dit ah oui, quand même, on dort un peu dessus, mais il se place bien en fait à l'Ouest. Et mine de rien, vu le niveau qu'il y a cette année, c'est une excellente nouvelle. Au début, j'ai failli parler du niveau individuel. Je voulais mettre à un moment, j'ai failli mettre Zion niveau joueur parce que pareil, on n'en parle plus trop et je trouvais ça dommage. Mais ils m'ont étonné par une stat. C'est une des équipes qui encaisse le plus de tentatives à 3 points de toute la ligue. Et c'est une équipe contre laquelle les adversaires shootent le moins bien aussi à 3 points de toute la ligue. C'est ça qui en fait une bonne défense. Et je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que quand on regarde en fait les moments où sont pris les tirs en fait dans les possessions, ils arrivent très souvent à générer des tirs en fin de possession. Et ça, c'est une caractéristique très intéressante parce qu'en fait, c'était pas des tirs à 3 points qui sont pris parce que tu as bien amené la chose. Il y a dans cette proportion et ce volume de 3 points, parce que vraiment, il y a beaucoup de tentatives. On est quand même aux alentours du coup. Oui, c'est 38,8 tirs. Donc bon, c'est un sacré volume. Et ils sont vraiment premiers. Et ben, la plupart du temps, c'est des tirs qui sont pris en fin de possession, des tirs de dépit. Pourquoi ? Parce qu'ils ferment les accès au drive, parce que c'est une équipe très difficile à attaquer sur demi-terrain. Et en fait, je me suis un peu projeté dans un contexte de play-off où je me suis dit qu'il y a pas mal de petites équipes à l'Ouest qui vont peut-être avoir un problème à attaquer sur ça. Moi, je pensais par exemple à un match-up Clippers dessus. Je sais pas comment ils s'en sortent facilement. Je pense qu'ils arriveront peut-être à s'en sortir, mais typiquement, les Clippers, je me suis posé des questions. Imaginons, alors c'est pas engagé comme ça, mais imaginons, ils rencontrent les Suns. Je pense qu'ils peuvent poser des problèmes. Et surtout qu'une équipe joue comme ça, alors que dans leur effectif, il me semblait qu'il y avait CJ McCollum. Et j'ai regardé, il est bien là. C'est très étonnant d'avoir une équipe qui arrive autant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils compensent collectivement. Notamment, il y a un excellent travail de Zion. Et celle-là, je l'avais pas vu venir. Un travail collectif de Zion pour ses partenaires au niveau des responsabilités défensives. Et vraiment, aller attaquer la raquette et aller driver contre cette équipe, c'est l'enfer sur terre. Donc, tu te retrouves souvent à kick-out. Sur des tirs très bien contestés, avec des très bonnes rotations défensives, tu mets longtemps à trouver des opportunités pour attaquer et vraiment, bravo Pélican parce que au vu de l'effectif, je m'attendais pas forcément à cette caractéristique-là. Je vais te laisser enchaîner, Gabin. Il y a ce truc avec les Pels. Je m'étais fait l'inverse, la réflexion inverse avec le Jazz quand je les voyais se prendre des rafales. Je me disais qu'il y avait un manque criant d'athlètes dans l'équipe du Jazz et on peut faire le parallèle inverse, perpendiculaire, je ne sais pas, avec les Pels où il y a une dimension athlétique qui est folle et qui effectivement leur permet de compenser parfois des erreurs défensives, etc. Gabin, parle-nous des Pels. Est-ce que tu les mets, parce qu'on est obligé de commencer à parler des playoffs, on est dans le 3e des 4 quarts, est-ce que tu les vois aussi comme un danger potentiel en playoffs ? Moi, clairement, ça peut être un trouble fait sur une équipe qui se voit un peu trop beau. T'as cité les Suns, mais c'est un exemple parfait que ils sont très chiants à attaquer. Après, de l'autre côté, je trouve que la paire Ingram-Zion, c'est pas encore le duo avec le plus d'alchimie de la ligue. J'attends de voir du coup sur des playoffs parce que là, pour l'instant, c'est tout droit pour y aller. Il devrait se qualifier avec sans play-in, sans trop de problèmes. Et derrière, à voir si aussi un Jonas Valanciunas, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fatigué, mais ça c'est sûrement l'âge. Donc les Pélicans, équipe à pas oublier qui peut être très chiante, ouais. J'ai pas mille choses à rajouter, juste que l'année dernière j'avais mis Zion DH20, on avait tous bien rigolé. Attention en avril, vous allez voir. La revanche. Alors, on a parfois des auditeurs qui viennent nous dire « Eh, vous avez vu ce joueur-là, il aurait dû être DH20 ». Le DH20 est fait au moment M. Donc en gros, si le mec, s'il devient trop fort 5 mois après,
Ça fait rien. C'était le moment M. Oui. Bref. Il était déjà trop fort. Vous avez pas voulu regarder. Vous inquiétez pas, Damien Lillard risque de bien descendre. Oui, effectivement là-dessus, ouais, je suis en train de faire mon pré-DH20 pré-playoff et il prend un peu cher Damien Lillard. Oui, je vais te laisser terminer, Madiane, sur les Pels, mais j'aurais juste à dire, moi, que oui, il y a toujours ce problème où même quand tu regardes les stats avancées, c'est une très bonne équipe quand on regarde le net rating, qui est pas là, qui est là. Alors, qui sont des stats, attention. Les on-off ont beaucoup de défauts. Ils ne peignent pas l'intégralité de la réalité, mais quand Brandon Ingram est sur le terrain, Zion n'est pas là, c'est une équipe qui a un net rating à plus 6. Quand Zion n'est pas là, Brandon Ingram est... Du coup, en gros, quand Ingram est sur le terrain, plus 6. Quand Zion est sur le terrain, plus 3. Et quand les deux sont sur le terrain, plus 2,89. Il y a une petite différence, mais il y a toujours ce truc où tu as l'impression que c'est une bonne équipe quand il y en a un des deux. C'est pas une très bonne équipe quand il y a les deux. Toujours ce petit truc-là. Ouais, c'est un peu le paradoxe de cette équipe, et ça se voit, hein, Gabin, tu parlais des problèmes d'alchimie. C'est pour ça qu'en fait, c'est extrêmement dur à regarder. La stat que je prends, c'était une stat qu'il fallait donner pour montrer les caractéristiques un peu et essayer de représenter aux auditeurs qu'est-ce qui fait que les Pels sont une bonne défense. Et clairement, bah, c'est ce facteur-là qui fait que défensivement, ça tient la route. Mais ils sont pas excellents. Ils n'ont pas des caractéristiques où tu dis ils sont excellents, à part cet aspect-là qui est presque une curiosité, qui est inhérent à leur jeu, mais qui est un peu une curiosité. Il n'y a pas de grandes stats ou de grands éléments qui te font dire les Pels, c'est cette équipe-là et c'est là où ils appuient. C'est une alchimie un peu bizarre à analyser. C'est pour ça que ils sont pas dans le step d'au-dessus. Ça peut être des troubles faits. Mais ils sont quand même ils sont dans la coupure en fait à l'ouest. Il y a une coupure de 4 équipes devant en saison régulière, puis eux, et effectivement ils sont plutôt dans le deuxième tiers de cette conférence. Je vais enchaîner avec le joueur que je voulais mettre en avant, parce que le joueur que je voulais mettre en avant, justement, c'est un membre de ces Pels. Alors que je cherchais les stats en catch and shoot du joueur que je vais mettre en avant négativement, du coup, par curiosité, j'ai regardé quels étaient les joueurs classés aux premières places. Donc, il y a un Luke Kennard, premier en catch and shoot sur la séquence, Donovan Mitchell qui était troisième, Grayson Allen qui était... Tu vois, ça, par exemple, Gabin, c'est l'erreur de débutant. Ça, j'ai dû le prendre il y a 2-3 jours. Ça a peut-être un petit peu changé. Luke Kennard... Non, j'ai vérifié ce matin, il était encore deuxième. Luke Kennard, Donovan Mitchell, Grayson Allen, Norman Powell, Bertans. Donc, bon, on a des joueurs qui sont plus ou moins logiques. Et deuxième, Herb Jones, qui, je savais, faisait une bonne saison au shoot, mais de là être deuxième de la séquence en catch and shoot à 54% de réussite sur 68 tentatives, 37 sur 68. Bah, que dire sur Herb Jones? Alors, il y a un excellent article de The Athletic de Will Guillory sur la question. Je vous invite, si vous avez un abonnement, pas souscription, un abonnement à The Athletic, à aller le lire. Très très bon article sur l'évolution justement, où il raconte à quel point Herb Jones a retravaillé sa mécanique de tir. Ce qu'il faut rappeler que c'est un joueur qui était à 34% de réussite à 3 points la saison dernière et qui est passé à 44 cette saison. Je regarde pas la NBA depuis 50 ans, hein, mais un mec qui prend 10 points, je sais pas si j'ai déjà vu. En fait, sur un volume comme ça, alors oui, il a pas passé la barre symbolique des 1000 tirs à 3 points pour estimer la théorie de Nylon Calculus, etc. Mais prendre 10 points, même en retravaillant un petit peu la mécanique, j'ai jamais vu. Alors, je ne pense pas qu'il soit un shooter à 44% comme il est actuellement. Je pense qu'il s'agirait de se calmer. Mais le fait pour la défense pour l'attaque des Pels, d'avoir un joueur qui n'est plus laissé comme un point mort, qui n'a pas le traitement de Josh Giddey, si vous voulez, actuellement, et qui peut se faire du catch and shoot, qui a aussi des dimensions en termes de prise de balle petit à petit, qui est dans le cut, qui s'améliore en plus dans le cut, qui peut avoir un rôle loin du ballon, même si c'est pas un joueur, ça reste un joueur plutôt de fin de chaîne, dans le sens où balle en main, ça reste un peu compliqué, et il est incapable de pull-up. Je crois que dans l'article où j'avais vu passer la stat, il a genre 12 pull-up dans l'année, donc il peut pas pull-up, Herb Jones. Mais en tout cas, vraie plus-value pour les Pels, parce que tu parlais de leur défense, Madiane, je vais rebondir là-dessus. Si leur défense est très bonne, c'est aussi grâce à lui, parce que les assignements défensifs, ça n'a aucun sens. Je vais vous faire la liste des mecs qu'il a le plus défendu cette année. Vous allez me dire s'il y a un point commun entre ces mecs. Desmond Bane, De'Aaron Fox, Karl Anthony Towns, Paul George
Kevin Huerter, Shai Gilgeous-Alexander, Malik Monk, Lauri Markkanen. Il y a aucun sens en fait dans ces assignements-là. Il défend. Aucune logique. Il y a aucune logique, c'est n'importe quoi. Alors oui, il y a des jeux de switch, etc. Mais c'est vraiment un couteau suisse défensif qui a en plus cette capacité maintenant est un vrai shooter. Donc attention pour les autres, pour les adversaires, parce qu'en plus c'est un joueur qui a été re-signé cet été sur un contrat hyper team-friendly. 4 ans, 54 millions, c'est déjà peut-être un des 10 meilleurs contrats de la NBA. Donc, dans cette bonne période des Pels, il fallait mettre en avant Herb Jones, qui, je sais, avait beaucoup de fans sur NBA Twitter et qui est en train de devenir un des meilleurs joueurs de complément de la NBA, petit à petit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur Herb. Moi, j'ai déjà une première alerte. Ça ne sert à rien de me vendre votre rookie qui tire à 20% à 3 Ah ouais, ça va être horrible. Regarde, ça peut s'améliorer. Non, je fais le public service annonce, ça ne sert à rien. C'est une exception, ce n'est pas la règle. Une fois qu'on a dit ça, moi, ce que j'aime bien dans les caractéristiques de ce joueur, c'est justement, il fait 2,03 m, mais il n'est pas très lourd. Et en fait, ça le rend apte à défendre très bien sur des positions, sur des joueurs qui font pas sens pour un joueur de 2,03 m, mais qui sont parfaits en fait pour aller les embêter et les contenir. Pourquoi ? Parce que c'est des joueurs qui, alors à part Shai, parce que Shai, je vais en parler tout à l'heure, mais voilà. Mais à part Shai dans les assignements, c'est pas des joueurs qui sont très très forts sur le premier pas, mais en fait lui il arrive très bien à les contenir et justement à défendre parce qu'il est plutôt vif, parce que il a beau être grand et sa position sur le terrain elle est étonnante, en fait il est plutôt vif. Là où c'est plus étonnant, c'est quand on parle de Karl Anthony Towns, parce que là, par contre, je l'ai pas vu celle-là venir. Effectivement, je vais regarder la séquence parce que ça m'intrigue de voir comment est-ce qu'il s'est débrouillé face à Karl Anthony Towns, parce que par contre, à l'impact, c'est quand même pas non plus le meilleur, mais c'est un très bon défenseur en fait finalement sur le périmètre pour empêcher les arrivées dans la raquette. Pour la discipline sur les rotations, il est excellent. Et justement, il lit très bien le jeu défensif. Et il va venir combler là où il y a des manques. Et c'est le glue guy de la défense. C'est l'un des mecs qui est au sacrifice. Et quand tu as un mec au sacrifice qui en plus met ses 3 points, oui, bah, clairement, la valeur sur le marché NBA, elle est dingue. Et le contrat est excellent. Il navigue très bien, il est très collant. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Gabin, mais il est très, très collant. Et comment il a pu défendre sur Towns ? Parce que Towns ne joue pas comme un intérieur, mais ça, bref, il est blessé. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas le droit de le dire. Bah sur Herbert Jones, après, les qualités défensives, on les connaît, mais c'est super qu'il ait progressé à 3 points. Mais par contre, ce qui est top, c'est que on voit la progression quand, je me rappelle qu'au début de saison, on faisait des débats pour savoir qui devait être titulaire sur ce poste. Et maintenant, en fait, ça ne ferait même pas de sens d'évoquer les autres noms. Donc franchement, bravo à lui. Il sera pas MIP, mais dans une équipe comme ça qui a des ambitions, c'est tellement important de l'avoir. Je corrige ce que j'ai dit sur Towns. Je veux pas dire que les pivots sont censés être des gros balourds qui vont jouer au dos au panier. Je dis juste que Towns n'est pas le joueur qui peut réussir à tirer le mieux parti des mismatchs quand ils sont en sa faveur. En fait. Ça, c'est un truc... bref, c'est toujours été comme ça. Enchaînons. Alors, est-ce que c'est surprenant ? Ça aurait été surprenant qu'on parle de joueurs dans le premier cas, un peu moins dans le deuxième. On va beaucoup en parler dans le troisième, dans le quatrième et peut-être après. Mauvaise nouvelle pour les Bucks, je sais pas. On va parler de Jimmy Butler. Alors Gabin, vas-y. Alors, ma stat, je vais vous la faire deviner, c'est 145. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est l'offensive rating du hit quand Butler est sur le terrain, dernièrement. Non, c'est le QI de monsieur Jimmy Butler. C'est beaucoup trop impressionnant. Non, sans blague. Jimmy Butler, depuis le début de la saison, est bon. Parce que c'est un joueur, comme j'ai dit, sa principale qualité, je pense, c'est vraiment qu'il réfléchit bien. Il va tout le temps prendre la bonne décision et abuser des erreurs adverses. C'est un joueur qui, malgré son statut de superstar, n'hésite pas à faire à chaque fois l'extra passe, à ne pas forcer le jeu, à attendre que le jeu vienne à lui. Même quand il est chaud en ce moment, il va tout le temps trouver des solutions pour quand même abuser de la défense et ne pas exploiter ses qualités. Et donc c'est hyper impressionnant à voir jouer comme ça un joueur qui
on pourrait pas décrire en fait, à part son intelligence et sa polyvalence, ce qui fait que Jimmy Butler est un super joueur de basket, parce qu'en fait, il fait tout et c'est surtout sa prise de décision qui est intéressante. Et ce qui est encore mieux, c'est quand il coupe la prise de décision avec cette période où, en plus de ça, il a activé le fameux mode on-off plutôt, de Jimmy Butler, où bah, il fait des gros cartons et il est beaucoup plus à l'aise offensivement, là où avant, il laissait beaucoup plus le jeu aux autres. Là, il arrive à cumuler le tout et il a monté, donc ma stat, c'est 8%. C'est l'efficacité en plus qu'il a par rapport à la moitié de saison d'avant. Il est à 54,6% sur des matchs à gros cartons. Là où avant, il avait réussi à faire 2 gros cartons à plus de 30 points face à la défense des Pacers, ce qui est arrivé à beaucoup de joueurs. Et ben sur cette partie de saison, on sent que Jimmy Butler, en fait, c'est un joueur qui peut se réveiller quand il veut, et là, il a envie. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai regardé beaucoup de matchs de Miami, mais j'ai pas d'explication rationnelle à donner à ce phénomène, en fait, à part que là, c'est le moment chaud, que c'est le joueur qui représente mieux le logo de son équipe, c'est-à-dire que quand il veut, il est en feu. Mais c'est très particulier, donc on a retrouvé Jimmy Butler au 3e quart de la saison. On espère que ça va continuer. Et puis en playoff, j'espère qu'il va continuer à éteindre des carrières comme ça. Je sais pas si vous avez regardé attentivement les stats. Question, si vous les avez ou si vous l'avez pas de tête, à votre avis, à combien tire Jimmy Butler à 3 points en pourcentage? Parce que c'est Ah oui, très c'était... drôle. Ah, j'ai pas. Il tire à 44,1% à 3 points. Sa meilleure saison était à 38. Il tire à 44. C'est aberrant. Alors par contre, un plus 10 dans un joueur qui est dans sa 3e saison NBA, bon, moi j'accepte. J'accepte le développement, changer son tir, bosser, etc. Il a 34 ans. Il a 34 ans, il nous fait sa meilleure saison à 3 points et pas de quelques points de plus. Il y a un écart. Alors oui, il tire pas beaucoup plus il est à 2,1 tentatives par match, mais pareil, c'est les trucs où tu vois Jimmy Butler, j'échoue à analyser ce joueur parce que tu le vois des fois dans certains matchs en saison régulière, ou même des fois il y a eu des campagnes de playoffs où il est pas incroyable, mais pourtant à l'image de ce hit de Miami, c'est très surprenant et des fois tu ne comprends pas d'où il tire toutes ses qualités. Je pense que c'est un des joueurs les plus difficiles à analyser de la ligue parce que ça dépend de quand tu regardes, c'est de la physique quantique. Selon le moment où tu regardes, tu peux avoir certaines versions de Jimmy Butler et du coup, c'est très déroutant. Je vais faire mon rabat-joie, mais je pense qu'il y a un peu un côté narratif aussi vis-à-vis de ça. Je l'avais expliqué dans le DH20 de la saison dernière. En vrai, quand on dit que Jimmy Butler, début de saison, il joue pas, il a quand même le niveau d'un top 30 NBA. Donc, en fait, il y a un peu... Alors oui, bien évidemment, c'est un joueur qui bénéficie grandement, je tiens quand même à le dire, Jimmy Butler bénéficie grandement du fait d'être à l'Est. Parce qu'une superstar peut pas se manager comme ça à l'Ouest, parce qu'il est déjà 10 matchs en dehors du play-in et c'est mort. Mais effectivement, il a cette capacité à... C'est Norris Cole qui l'a dit dans un podcast, je crois, il y a 2 semaines, ou un truc comme ça, en mode Spoelstra, lui, pendant la saison régulière, il tente des trucs, quitte à faire jouer des zones ou des 5 qui sont dysfonctionnels dans le simple but de voir ce qui va vraiment marcher sur le long terme et ce qui va pas marcher. Et on va dire que dans ce système-là, Jimmy Butler se magnifie, mais je reste persuadé que ça reste en fait, le narratif comme quoi il joue pas à un moment, ça reste un extraordinaire joueur, même quand il joue pas. Enfin, entre guillemets, il joue pas. C'est-à-dire que je trouve qu'on exagère un peu parfois le début de la saison où Jimmy Butler reste un bon joueur. C'est plus au niveau de la prise de responsabilité, je pense qu'il est en dessous à ce moment-là. Après, même il est pas mauvais sur les matchs où il fait pas des gros cartons, même quand il met des 15-20 points. Ça reste un excellent joueur parce qu'en fait, il fait profiter l'ensemble du collectif par sa pression. Dès qu'il est doublé, en fait, il n'hésite pas à faire la passe. Et je pense que, par exemple, des Nikola Jovic ont grandement bénéficié de l'aura qu'avait Jimmy Butler sur le terrain. Et puis, c'est un joueur qui apporte de la grande défense. Donc, en fait, même quand il n'est pas forcément en feu offensivement au scoring,
c'est pas tant que ça un problème en saison régulière pour le reste de l'effectif. Évidemment, c'est mieux du coup cette période, mais c'est pas problématique à l'instar d'un Damien Lillard par exemple qui avait fait un début de saison très compliqué. Bah là, ça se remarque immédiatement. Mm. Et puis gros big up toujours pour Bam Adebayo qui continue, j'ai vu passer le tweet, à avoir un des rôles les plus difficiles en NBA. Ça c'est mon petite lubie. Madiane, alors on a parlé d'un joueur qui sera pas au NBA ou devrait pas être loin, je pense pas qu'il y soit. On va parler d'un joueur qui sera probablement en première équipe. Oui. On va parler de Shai Gilgeous-Alexander. Parle-nous de Shai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as voulu le mettre en avant? Parce que c'est du niveau MVP. C'est du niveau MVP et il faut en parler, il faut dire tout le bien qu'on pense de ce joueur parce que moi je trouve ça extrêmement impressionnant. Alors la stat, 1,15 points par possession en prenant 6,1 isolations par match, c'est-à-dire qu'il est le leader de la NBA à ceux qui font plus de 20% d'isolation en fréquence. La compagnie avec laquelle il est dans cette stat, il est avec Luka Doncic, qui est juste derrière à 1.14. Il est avec James Harden, 1.12. Jason Tatum, 1.07. Et Zion Williamson, 1.01. Mais Zion est un peu une anomalie statistique parce que c'est plutôt une affaire de end-one et de lancer franc que de vraie efficacité opérationnelle. Mais le cas Zion est un cas à part. Ce qui est impressionnant, c'est la propreté aussi qu'il a. C'est-à-dire que dans les joueurs qui ont plus de 30% d'usage, donc c'est-à-dire les super stars de leurs équipes, bah en termes d'efficacité, bah il y a Giannis et lui en efficacité au tir, voilà. Donc très charmante compagnie d'être avec Giannis Antetokounmpo. Mais en plus, parce que lui, il est très bien, il a le meilleur ratio assist-turnover et de très loin. Son ratio assist-turnover est à 2.99, ce qui est aberrant, hein, avec 6,5 assists, c'est aberrant d'efficacité. Pour vous donner un exemple, un autre joueur très propre, Luka Doncic, c'est 2.47. Donc, on n'est peut-être pas sur le même volume de passes, mais il est quand même loin, notre ami Luka. Donc, ça veut dire que tu as quand même réussi à mettre une distance à Luka Doncic. Et quand tu analyses ces isolations, finalement, c'est pas vraiment tant un score, parce que finalement, il score sur ces isolations 55% du temps. Bah, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Bah, il y a des passes parce que il attaque super bien l'espace, il trouve des possibilités de drive tout le temps. En plus, il sait très bien utiliser le mouvement de ses coéquipiers pour attaquer les failles. Il peut attaquer à droite ou à gauche de son défenseur. Il repère quand l'espace se ferme, il trouve toujours son partenaire qui est ouvert. Quand le pivot fait des cuts dans la raquette, bah, il arrive à le trouver quand même pour réussir à lui offrir la balle. On n'arrive pas à l'arrêter, clairement. Son toucher près du cercle, il est excellent. Dès qu'il hésite, dès qu'il y a une hésitation de la défense, il accélère et justement pareil, excellente capacité à changer le rythme. Il est élite de chez élite, ces changements de rythme, c'est vraiment n'importe quoi. C'est une folie. C'est n'importe quoi. Un joueur qui au milieu de son dribble change de rythme, mais genre milieu de son dribble, parce que ce que je dis, c'est ce qui lui permet de sa capacité d'attaquer à droite ou à gauche, parce qu'en fait, il arrive à faire passer la balle entre ses jambes et changer le rythme à ce moment-là. Et ça, c'est très dur à défendre parce que tu ne peux pas, en fait. Tu t'attends à ce qu'il drive sur ta gauche et il passe très vite la balle côté droit et il part driver. Dès qu'il y a un espace. Et il lit très bien où est-ce qu'il a l'espace pour aller faire son drive. C'est vraiment excellent. Et en plus, 63,3% de ses tirs à 3 points sont non assistés. Hein, et il tire à 37% à 3 points parce que, bah, pourquoi pas, hein, quitte à être excellent, autant l'être partout. Sa saison, elle est pépite. Vraiment, il n'y a que du positif. C'est vert, c'est magnifique. C'est bravo, magnifique. Et puis top 5 MVP évidemment de cette saison et même au-dessus parce qu'en soi, qui discute avec lui dans la ligue Jokic, Giannis. Jokic, Doncic. C'est de la très charmante compagnie, hein, clairement. À chaque fois que tu regardes une stat, il est en compagnie de ses trublions, mais en plus, il est extrêmement efficace. Puis on fait pas de débat MVP, mais il défend
quoi. Je défends souvent Luka dans le DH20 sur la défense, mais Shai, il défend vraiment, en fait. Genre, c'est pas théorique, la défense. Quoi dire sur Shai? Je vais te laisser enchaîner, Gabin. Moi, mon seul problème avec Shai, c'est je vais le mettre où dans mon DH20? Parce que je vous ai dit, je suis en phase de pré-remplissage de mon DH20 et il y a une espèce de règle tacite de... En gros, pour monter très très haut, il y a un moment, il faut avoir eu beaucoup d'expérience en playoff. Et là, on est face au cas classique de joueurs où c'est un des... On avait fait notre tiers supérieur là de joueurs qui étaient top 12. Il est largement dedans. Déjà l'année dernière, il aurait dû être dedans. C'est juste une affaire de précaution, on va dire, collective. J'ai beaucoup de mal à le placer là dans mon pré-DH20 pré-playoff. C'est un joueur qui me pose beaucoup de problèmes parce que c'est un des 6 meilleurs joueurs du monde sur la saison et 6 joueurs très large. À toi, Gabin. Et je pense que la problématique, c'est qu'il a, enfin, pour le classer, parce que lui, c'est pas un problème, il a évolué très très vite. Je pensais pas qu'il allait être aussi fort cette saison. Et en plus, le collectif autour s'est amélioré. Donc en fait, c'est une phrase que je pensais pas dire au début de la saison, mais là, j'attends OKC sur un match-up de playoff pour pouvoir les juger. Et ça, c'est formidable. Et en plus, bah, je refais à chaque fois le même discours, mais il a 25 ans, le reste de l'équipe est hyper jeune. Ça veut dire que si on arrive à garder cet effectif-là à peu près avec les mêmes joueurs sur les prochaines années, OKC, c'est une place forte à l'ouest, pardon, qu'il va falloir surveiller. Donc très très heureux. Et puis ouais, en 3 lettres MVP, je pense même honnêtement, je le mettrais premier, même devant Jokic. Sérieux? Pour l'instant, ouais. Mais c'est chaud. Il est quand même pas mauvais. Hein. Jokic, c'est très fort. Hein. Extraordinaire. On en parlera durant les playoffs. On en parlera dans le DH20 de chez. Quelque chose à rajouter, Madiane, ou on peut enchaîner? Non, j'étais assez dithyrambique. J'ai augmenté mon quota de karma pour parler ensuite du prochain joueur. Effectivement, on a été positif pendant une grande partie de l'épisode parce que j'avais mis le cœur de l'épisode dans le positif. On termine avec nos stats négatives par joueur. C'est bien, c'est que, alors je viens de m'en rendre compte, on va démarrer par une star ou superstar NBA, ça dépend de la classification. On aura un joueur qui devrait prétendre à ce statut et on finit par un role player. Je te laisse commencer, Gabin, par la star superstar Tyrese Haliburton. Ah, je vais taper sur Tyrese, c'est pas bien. Mais bon bah pour refaire l'historique, excellent début de saison. Tyrese, énorme progression. Ça match super bien avec Atlanta. Et on arrive début janvier avec donc sa blessure au niveau de la cuisse. Et en fait, depuis, il est beaucoup moins efficace. Et bah, j'étais obligé de mettre ça en avant. Malheureusement, faut parler de quand ça va pas. J'ai l'impression que c'est plus le même joueur. Il arrive beaucoup moins à driver. Sur son shoot, j'ai l'impression qu'il est un peu plus lent. C'est plus simple à défendre. Donc, il est toujours aussi bon en termes d'organisation, même si je le trouve plus poussif. Mais en termes de scoring, bah, c'est beaucoup moins efficace sur les deux niveaux, c'est-à-dire au shoot et au drive. Et donc, bah, forcément, ça pénalise Indiana. Maintenant, j'ai pas envie de m'attarder sur lui, mais c'est plutôt une occasion de faire un coup de gueule sur une fameuse règle NBA qui a été instaurée cette saison. Ma stat, c'est 51. C'est le nombre de matchs que Tyrese Haliburton a fait cette saison. Et en fait, pour rappel, donc après sa blessure à la cuisse, il a pris 5 matchs pour se remettre. Il est revenu et il a repris 5 matchs. Et je pense que là, il est toujours pas en capacité de jouer. Enfin, en tout cas, maintenant, ça va mieux. Mais il a repris beaucoup trop tôt. Et j'ai l'impression qu'on voit enfin un vrai effet pervers de cette règle de 65 matchs. Donc, pour rappel, si les joueurs veulent prétendre aux récompenses individuelles de fin de saison, il faut qu'ils aient joué au moins 20 minutes sur 65 matchs de saison régulière. Et là, on a le premier cas de joueurs qui forcent un retour de blessure pour cette règle. Donc je pense que la NBA, qui a voulu faire en sorte qu'on voit plus de stars jouer, bah en fait elle est dévalue parce que Tyrese Haliburton par exemple il vient et il fait une mauvaise partie de saison parce qu'il n'est pas prêt et ça aurait mérité. Je suis pas médecin. Je pense que ça, vu le niveau, il n'était pas prêt et ça aurait mérité 2-3 matchs minimum supplémentaires. Je sais pas ce que vous en pensez de Tyrese et de cette règle, mais moi je suis extrêmement déçu de
ce qui s'est passé en fait avec cette fameuse règle, quoi. Ah mais Et il fallait pas la signer, hein. C'est pas faux. Exactement. Deux choses, Madiane. D'un côté, Tyrese Haliburton l'a quasiment dit ou l'a très fortement sous-entendu dans le podcast de J.J. Redick que c'était pour ça qu'il jouait. Et deuxième chose, merci Madiane, fallait pas la signer. Voilà. Tu peux pas. J'ai déjà écrit sur Twitter. Je suis toujours en faveur des joueurs. Cependant, j'ai un vrai problème avec la manière de se déresponsabiliser de la part des joueurs NBA, de dire la règle des 65 matchs. Tom, on salue Tom. Dès la signature de CBA, il nous a fait une vidéo. La preuve est sur YouTube, sur vos plateformes de podcast, et où il dit, mais ça va être une catastrophe. Il y a un paquet de mecs qui vont du coup pas être éligibles à des récompenses qui va leur permettre et qui du coup n'auront pas la fameuse augmentation de salaire. Voilà. Moi, je sais pas quoi dire, Madiane. Je sais pas quoi dire, Gabin. Je sais pas quoi dire. Bah, fallait en parler, en tout cas. Non, il fallait en parler juste pour donner un ordre d'idée de la baisse de régime de Haliburton. Vous voyez sa saison, sur les 15 derniers matchs, 15,5 points, 45% au tir. Voilà. Net plus-minus négatif. Enfin, oui, ça se voit. Enfin, ça se voit. C'est pas qu'il a perdu ses qualités, c'est qu'il n'est pas censé jouer et qu'il devrait pas jouer et qu'il joue pour des raisons profondément stupides, assez ubuesques, mais voilà, c'est signé. Tant pis, quoi. Et au bout d'un moment, non, parce que le côté syndicat des joueurs, etc., je crois qu'on en avait parlé il y a longtemps, Ben. Ça me dit un truc qu'on en avait parlé il y a longtemps. Ça mériterait de se repencher sur qui va et quels intérêts sont vraiment défendus, parce que c'est pas ce qu'on croit. C'est pas le syndicat des joueurs n'est pas forcément extrêmement pro-star, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, quand tu regardes qui s'est succédé en son sein, c'est pas forcément le cas, et c'est très représenté par cette règle qui n'est pas pensée pour entre guillemets protéger les meilleurs joueurs de la ligue, mais c'est à eux de voir entre eux, hein, comme dit, ils s'auto-organisent et tant pis, ça va être comme ça et ça va être hypocrite jusqu'au bout. Après, il y a un truc par rapport à cette règle c'est un gage pour le contrat télé, en fait. Il y a aussi de ça, c'est un gage de dire nos superstars sont sur le terrain. Et effectivement, on va pas faire de la sociologie des associations, mais il y a un truc du mec qui est à la tête du syndicat des joueurs, en tout cas la composition du syndicat qui influence sur la direction du syndicat. Parce que quand Chris Paul est à la tête du syndicat des joueurs, il y a une règle pour les joueurs de plus de 35 ans qui est signée. Là, c'est CJ McCollum qui l'a en partie négocié. Et pour avoir parlé, je salue Guillaume du Basket Lab, pour avoir parlé de CJ McCollum dans le Basket Lab, j'ai beaucoup du coup lu ce qu'a dit CJ McCollum, etc. dans ses déclarations. Et il n'y a peut-être pas les mêmes intérêts qui étaient défendus. Enfin bref, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour te rejoindre, Gaba, tu as raison. C'est triste parce que c'est un des meilleurs joueurs du début de saison NBA qui du coup revient pas en grande forme. Mais je pense qu'il faut aussi parler du fait que Indiana est moins en mode Far West qu'en début de saison où défensivement ils ont quand même un peu plus de sérieux et du coup peut-être que Haliburton a moins de liberté sur sa panoplie offensive aussi par rapport à ça avec les efforts. Peut-être. Mais j'étais curieux de voir l'alchimie avec Siakam se développer. Pour l'instant, je suis assez déçu parce qu'en fait, comme tu l'as dit, en changeant un peu la mentalité de l'équipe, je trouve l'équipe est devenue moins forte, alors que normalement on a rajouté du personnel meilleur. Mais bon, c'est la fameuse règle. C'est pas parce que tu rajoutes un joueur que ça va forcément augmenter les stats collectifs de l'équipe. Ça ne marche pas comme ça le basket, heureusement. Donc je suis déçu parce qu'en plus les Pacers, vu le niveau qui est très très faible de l'Est, ils avaient normalement une place en play-off sans trop forcer, au moins par play-in. Et là, je suis pas convaincu que si on les retrouve au premier tour dans cet état-là, que ça peut faire quelque chose. Eh bien, allons-y. On a parlé de la star/superstar. Parlons du joueur qui est
théoriquement aurait dû être une star, mais c'est un petit peu compliqué. Parlons de Jalen Green. J'ai l'impression que c'est un petit peu ton Isaac Okoro, Madiane. Moi, j'avais mon Isaac Okoro, tu as ton Jalen Green. Parle-nous de Jalen Green. Alors, je vais le défendre, ça. Il est pas si mauvais sur les 2-3 derniers matchs. Alors, tu as parlé de théorie, Ben. Nous ne vivons pas en théorie, on vit dans la réalité. Et dans la réalité, il y a 3 joueurs. Il y a 3 joueurs qui ont popé dans les stats de ceux qui prennent le plus de tirs par match et qui sont les moins efficaces. Alors, on a Cam Thomas. Bon, Cam Thomas, faut lui interdire de shooter à 2 points. Il faut lui donner du crédit à Cam Thomas. Ouais, c'est non, les mais Nets. voilà. Non, mais il faut lui interdire de shooter à 2 points, mais le cas n'est pas désespéré. Scotty Barnes, il faut lui interdire de shooter à 3 points. Ouais. Mais le cas n'est pas désespéré. 19% au tir, 19% au tir avec 3,7 tentatives par match. Oui, non, tu shootes trop, cousin. Tu shootes vraiment trop. Jalen Green, faut qu'il arrête. Arrête de shooter. Arrête, définitivement. Parce que, du coup, notre ami, c'est quand même 37% de pick and roll ball handler. C'est-à-dire que quasiment 4 possessions sur 10, le mec est un pick and roll ball handler pour une efficacité à 0,85 points par possession qui est honteuse pour quelqu'un qui joue autant de pick and roll. Mais pourquoi ? Parce que c'est un joueur de high school. La G League Ignite n'apprend pas aux joueurs à jouer en NBA. Elle leur apprend à se mettre en avant pour être le plus haut possible à la draft. On le voit, il a aucune vision de jeu. Il n'a pas fait un programme universitaire qui, malgré tous les défauts, en fait, structure les joueurs, structure leur façon de penser et leur permet de justement moins être dans cet esprit high school, je me mets en avant, mais justement d'être beaucoup plus carré sur le basket, parce que mine de rien, en université américaine, ça joue au basket, en NCAA, ils apprennent à jouer au basket, ils sont dans un cadre très structuré, c'est très différent du reste, et ils ont des excellents coaching staff qui justement les aident à se développer. Il arrive en NBA, 3 saisons, aucun progrès. Aucun progrès, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de lui apprendre ça. Et en plus, monsieur se dit qu'il va faire 10% d'isolation. Bon, autant vous dire que il est dans les pires percentiles en ISO. C'est une version plus jeune de Jordan Poole. J'ai rien d'autre à dire. C'est catastrophique. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est pas qu'un jeune joueur joue mal, parce que comme dit, tu peux avoir des motifs d'espoir, et un joueur jeune qui est pas efficace, il peut progresser un peu. Il régresse, et même dans un contexte des Rockets, qui par rapport à l'an dernier, il y a plus de joueurs autour de lui, il pourrait avoir moins de responsabilités, il shoot moins, son efficacité est descendue. Il a moins de responsabilités, il shoot moins, son efficacité descend, c'est le signe que en fait, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire que quand tu as plus de qualité autour de toi, tu es censé être meilleur, prendre de meilleures sélections de tirs, prendre de meilleures décisions, et du coup, forcément augmenter ton efficacité. Si elle baisse dans ce contexte-là, c'est un signe que non, on lui dit rien. Enfin, si on lui dit un peu, mais vraiment non. Je vois pas d'amélioration au court terme. On vit pas en théorie, et en théorie, non, je n'ai aucun potentiel d'espoir sur lui, à moins que on lui apprenne le basket cet été. Moi, je peux enchaîner le. Je sais pas quoi dire. Est-ce que vous vous souvenez de Steve Clifford, qui avait donc le coach des Hornets, qui avait fait une citation pour dire qu'en gros, on se forçait un peu à faire jouer des jeunes parce qu'ils sont au pic de draft. Et en fait, quand il a dit ça, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à Jalen Green, parce qu'en fait, ouais, c'est ça, il y a aucun progrès, mais c'est le genre de joueur où le front office veut pas assumer d'avoir fait une erreur, parce qu'il a été quand même sélectionné en 2e place, donc c'est énorme. Mais c'est vraiment, s'il y a pas de progrès comme ça, c'est assez honteux de laisser jouer et de autant le laisser faire ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il y a aussi un problème. À un moment, faut qu'Ime Udoka se fasse respecter sur les 3 points, sur les joueurs qui en prennent autant. Enfin, on est sur 7 tentatives par match là, sur la période. C'est avec la Melo Ball les pires pourcentages. Mais et en fait, laisser un joueur comme ça faire ce qu'il veut. Moi, en départemental, quand des fois j'artillais à 0 sur 4 à 3 points, on mettait sur le banc direct. Et Jalen Green, il fait sa vie alors que c'est la NBA.
C'est pas... 63 matchs, 63 fois titulaire. Ben oui. À un moment, faut... 63 sur 63. Sors-le du banc. Jordan Poole est sorti, par exemple... c'est... J'ai pas envie de voir ça comme une punition, mais on l'a fait démarrer des matchs sur le banc pour qu'il change de mentalité. À voir sur le long terme ce que ça peut apporter, mais je pense qu'une approche comme ça avec Jalen Green et le laisser un peu plus s'amuser avec le banc, ça a testé, quoi. Après, quand t'as un QI basket négatif, même les bancs, tu scoreras pas dessus. Comment enchaîner après tout ça C'est compliqué. J'ai pas envie de détruire. Il a déjà la comparaison avec Jordan Poole, surtout après avoir vu du coup les Wizards un peu jouer ces derniers temps. Pour mais je pense que c'est le joueur enfin. Non, parce que parce que Jalen Green, il y a quand même une. Ouais, il est un peu plus malin, Jordan Poole. Non, il y a des capacités. Alors. Il commence par séquence des fois à attaquer le cercle, mais c'est un peu moins bien. Moi, un truc qui m'a toujours frustré avec Jalen Green, et ça, on a déjà parlé, je crois, dans le podcast, c'est que quand t'as ce jump-là, t'as ces capacités physiques-là, tu dois tirer des lancers francs tous les matchs, constamment. Et par exemple, je voyais ça pendant que tu étais en train de parler, Madiane, sur les 3 derniers matchs, il a tiré 3 lancers francs, ce qui n'est pas possible. Et globalement, c'est un joueur qui a une énorme variance, ça j'avais déjà vu dans les stats, entre les jours où il prend beaucoup de tirs au cercle et ceux où il en prend un peu moins, et aussi où il a cette capacité à obtenir des fautes. Une énorme variance. Et quoi dire, je sais pas s'il est... Il a quand même fait 2-3 bons matchs dernièrement quand même, mais je sais pas. Moi, j'attends juste de voir ce que vont en faire les Rockets, parce on s'approche du moment où il va falloir prendre une décision quant à son avenir. Est-ce qu'on va essayer de le trader? Est-ce qu'on va continuer à l'investir dans le projet? Clairement, la pièce centrale du projet, c'est Alperen Sengun. À voir. Alors, par contre, bien évidemment, je ne me range pas dans la catégorie des fans de draft qui continuent à vouloir voir en lui une future star ou superstar, mais ça reste un joueur NBA qui peut être dans une rotation. Oui, Ouais. Ah non, il a son avenir en NBA, mais le problème, c'est que on voit clairement que là, c'est vraiment le défaut du passage par Ginny Knight, ça ne te prépare pas à structurer ton jeu, et du coup, ça donne ça. Et je pense que on aurait eu un bien meilleur joueur, ou en tout cas beaucoup plus intelligent, parce que je pense qu'en NCAA, si tu fais n'importe quoi, tu te fais bencher. Est-ce que le problème, Madiane, c'est pas aussi que son meneur, ça a été Kevin Porter Jr. pendant genre 2 ans? Oui, mais non, parce que du coup, il est moins efficace cette année avec un roster meilleur théoriquement. Théoriquement. En tout cas, moi, je m'attendais à ce que cette année, il baisse son volume. Moi, l'an dernier, je voulais bien être tolérant en disant, c'était le néant autour de lui. Là, on ramène des joueurs expérimentés autour de lui, donc il aura moins de responsabilités parce que l'an dernier, il prenait quasi 18 tirs par match. 18 tirs par match l'an dernier. Et je me suis dit, bon, il va baisser le volume, et tu baisses le volume, tu montes ton efficacité. Il baisse le volume, il baisse son efficacité. Il y a un moment, c'est qu'il y a un problème intrinsèque chez le joueur. C'est un vrai problème. Et c'est pas qu'il a pas de qualité athlétique, c'est pas qu'il a pas de qualité technique. C'est des choix et des mauvais choix en permanence, parce que je pense qu'il a du mal à lire le jeu, il a du mal à sentir les choses, parce que la formation... Je pense que c'est de la formation, et si on prend un football de post-formation, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 ans de qualité à la main douteuse, et que après, de base, c'est un profil que moi, comme je l'ai dit avec le cas Keyonte George, je suis plus la draft, je suis plus les prospects, donc je découvre les joueurs NBA, et ce qui m'a beaucoup inquiété très vite quand j'ai vu le Jalen Green, c'est un profil de joueur qui, pour être viable en NBA, doit avoir un très très haut niveau d'efficacité sur l'attaque, en fait. Et pour l'instant, il l'a pas. Finissons avec le role player, Kevin Huerter. Alors je sais, techniquement, on est censé dire Kevin Huerter, mais on va dire Kevin Huerter. Parce qu'en fait, en voyant les Kings, je me suis dit quand même, il est en grande difficulté, l'ami Kevin Huerter.
Huerter, du coup je me perds, que j'ai déjà expérimenté dans mes nombreux CDD avec les Hawks. Je sais que Kevin Huerter, par séquence, peut être capable de rien mettre. Du coup, j'ai été voir des statistiques en catch and shoot sur cette période du 4K, et il est 67e sur 100 en termes de catch and shoot, 55% des definition field goal percentage, c'est pas bon. Et en fait, je voulais parler de Kevin Huerter pour deux choses. D'abord, dans cette saison des Kings, ça a été abordé la semaine dernière comme de nombreuses équipes, on vous invite à aller écouter l'épisode. Je me demande si, dans la bonne période des Kings, si c'est pas un joueur qui pourrait être ailleurs la saison prochaine, parce que son contrat est relativement abordable. Enfin, son contrat, il peut être tradé, son contrat, et le vrai problème, c'est la deuxième partie, c'est que quand je vois jouer Kevin Huerter, qui continue à prendre ses tirs, qui a parfois, avec la variance des bons matchs, il y a toujours ce problème que, pour moi, c'est un joueur anachronique, dans le sens où, mis à part le tir, il défend pas, il est limite niveau capacité athlétique, il ne cut pas, il ne drive pas, il n'est pas bon balle en main. C'est uniquement un joueur de fin de chaîne qui est complètement dépendant de sa réussite au tir, et actuellement, ça ne marche pas. Donc, à voir. Moi, c'est vraiment un joueur qui, dans une équipe des Kings qui est ultra inconstante, encore une fois, je vous revois la semaine dernière, ça a été très bien expliqué, c'est un peu un des symboles de cette inconstance, et le problème de Kevin Huerter, c'est que quand il est inconstant au tir, il n'apporte rien du tout. Dernière chose, je l'ai écouté du coup son podcast avec Evan Turner et André Godala, une purge, c'était nul, mais c'est un joueur qui a dit vouloir travailler sur sa constance, mais je finirai là-dessus. C'est un truc que j'ai déjà vu à Atlanta, en fait. Les séquences où Kevin Huerter plonge en adresse, je les ai déjà vues, notamment en playoff. Ce qui me fait penser que c'est un joueur qui sera peut-être tradé cet été vers une équipe qui a peu d'ambition et qui a besoin de spacing pour un jeune porteur de balle. Parce que il t'apportera ce spacing théorique, parce que les défenses vont continuer à avoir peur en lui, et parfois un peu plus pratique parce qu'il va mettre des tirs. Mais de l'autre, c'est un joueur tellement anachronique dans le sens où il est trop facilement écarté du terrain quand son adresse ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est moins sexy que Jalen Green et Tyrese Haliburton. Ah, mais t'as tout dit, c'est que le joueur est limité en fait, et que quand tu as ce type de limite, soit t'es constant, et du coup ça va, tu peux y arriver, et du coup tu peux être dans des équipes qui ont de l'ambition. Autant là, sans constance, t'es juste un boulet au pied, parce que c'est les joueurs 3 and no D, mais le 3 il commence à devenir théorique, et ça c'est très problématique. Être un role player NBA, c'est soit il faut que ta force soit suffisamment grande pour justifier ta faiblesse, parce que tu peux exister comme ça, soit que tu es dans ce cas-là, tu n'as pas une force assez forte, tu as beaucoup de faiblesses, et dans ce cas, tu n'es pas adapté à des futurs formats de bataille de playoff, parce qu'en fait, on va finir par te sortir, parce que tu ne justifies pas ton rendement, contrairement aux problèmes que tu poses sur le terrain. Et ça peut être pour un joueur très mauvais défensivement ou un joueur très mauvais offensivement. Il y a des moments où ça se voit, donc peut-être qu'il va réussir à récupérer son adresse et sa constance, et dans ce cas ce sera mieux, mais effectivement je pense que si il y a Sacramento dans les joutes de fin d'année, ils vont vite voir le problème, et ça va peut-être déclencher des mouvements. Parce que sans réécrire l'histoire, il a déjà eu ses problèmes à Atlanta en play-off. Il fait pas de bonnes séries à Atlanta en play-off, donc Gabin, est-ce que tu as quelque chose à dire? C'est pas obligatoire, c'est optionnel sur Kevin Huerter. Vous avez déjà tout dit, c'est un 3&D sans D, et le 3 faiblit, donc c'est très très compliqué. Après les gars, s'il y a quelqu'un qui a appelé Kevin Huerter un 3&D, je veux qu'on le passe en cours martial, parce que il y a aucun moment où ce mec a été dit quelque chose. Non, mais par contre, on justifiait ça pour dire c'était les Splash Bros du pauvre, avec Trae Young et Kevin Huerter. J'ai entendu cette connerie. Mais je l'ai entendu. Non, il y a un moment, les gens qui ont dit ça, désolé. Non, parce que ça défend pas. Avec les Thompson, ça défendait. C'est surtout l'aspect défensif. En fait, alors déjà, il y a des grosses limitations défensives, physiques, pardon. Et
J'ai beaucoup cité les Kings en termes d'équipe qui étaient très très bas dans ma séquence sur les Jazz, et Kevin Huerter est une des nombreuses raisons, parce qu'en fait sur le terrain il est très souvent perdu dans le duel athlétique, dans les rotations, il a beaucoup de mal à encaisser les écrans aussi, donc moi il est difficilement adaptable à la NBA moderne, parce que il y a des joueurs qui arrivaient à survivre avec très peu d'athlétisme dans les années soi-disant de l'âge d'or de la NBA. Des joueurs pas athlétiques qui arrivaient à survivre, à être utiles, ça existait et ça pouvait exister. Autant là, dans cette NBA-là, les impacts que tu prends, c'est vraiment pas la même tambouille, et ils sont vraiment violents. Et donc, quand t'es pas physique, c'est très, très, très dur de c'est la gestion de l'espace qui pose problème à Kevin Huerter. Autant en attaque, dans la navigation et dans le fait d'être un mec qui va armer très vite, ça c'est possible. Mais la gestion de l'espace en défense, c'est vraiment une catastrophe. Donc, à voir, mais je serais vraiment pas surpris que ça soit un mec qui soit très desteté. Et j'ai hâte de voir le contrat d'après. Parce que le premier contrat, il a été signé, il y avait Atlanta qui voulait conserver son groupe de jeunes joueurs, mais j'ai hâte de voir la suite, parce que je serais très surpris que ce soit un joueur qui soit encore titulaire à NBA dans 2-3 ans. Je serais extrêmement surpris par ça. Eh bien. Non, mais tu l'as dit, dans une équipe assez faible. Mais même dans une équipe assez faible. C'est un joueur qui a quand même un intérêt à apporter du spacing, et ce serait dommage de le mettre sur le banc, en fait, mais c'est ça son avenir, je pense, c'est titulaire dans une équipe faible. Ou même dans une équipe faible, je pense qu'il serait peut-être sur le banc, même en ayant un temps de jeu assez important. Finissons, les gars. Ah non, je devais réinsister là-dessus. Le podcast d'Evan Turner et de André Iguodala avec Kevin Huerter, une purge. Oh là là, parce que quand je l'ai sélectionné, j'ai vu qu'il était passé dans le podcast il y a genre quelques jours. Donc je fais en vrai professionnel, j'ai écouté cette émission. C'était nul, et ça me permet de faire profiter de cette petite tribune pendant ces 2-3 dernières minutes pour demander aux joueurs NBA de se réunir et de sélectionner seulement quelques-uns d'entre eux pour mener des podcasts, parce qu'on n'a pas besoin de tout le monde, clairement. Il y en a qui sont très très bons, il y en a qui le sont moins. Quand il y a Kevin Huerter qui est invité, et que André Iguodala et Evan Turner jugent bon de discuter à un moment, cette séquence existe vraiment, des différents types de filles qui sont d'un côté dans les matchs de baseball et d'un côté dans les matchs de basket, je tiens vraiment à ce qu'on arrête cette émission. Voilà, on n'a pas besoin de ça, globalement, en tant que société. Voilà, parce qu'en fait, il a fait du baseball. Kevin Huerter, à un moment, il dit que les meufs dans les tribunes pour le baseball et le basket, on n'a pas envie d'entendre ça, globalement. Moi, j'étais plus là pour qu'il m'explique pourquoi il est inconstant, globalement, et pourquoi il a du mal défensivement et de la saison des Kings. J'étais pas là pour ce contenu-là. Bref, j'étais obligé de le dire, les gars, c'était lunaire quand j'écoutais ça. Bref, allons-y, on va conclure là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. C'était le 3e numéro du 4 quarts. Il nous reste donc plus qu'un quart, pardon. Et très souvent, le dernier numéro du 4 quarts, c'est plutôt accès. On sait pas encore comment on va l'axer, trophée, etc. Juste un teaser. Au moment où vous écouterez la dernière partie du 4 quarts, pas celle-ci, celle d'après, il y aura eu beaucoup de contenu chez Dunk Hebdo. Gabin a livré un teaser sans faire exprès. Il a aussi dit qu'il a vu beaucoup le hit ces derniers temps, et on a tous vu certaines équipes beaucoup. On vous dit pas plus, mais on prépare quelque chose de très très bien pour les playoffs qui vont bientôt arriver. Merci Gabin, merci Madiane. Désolé pour cette séquence sur Evan Turner, André Iguodala, mais c'était nécessaire d'en parler. Nécessaire. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube. Merci les gars, à plus. Salut.